Bonjour à tous, donc je me présente, Rachel Mnemosyne-Fèvre, je suis docteure en histoire contemporaine et aussi enseignante certifiée en collège. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, je vais essayer d'être un petit peu plus succincte, comment s'est déroulé en fait comment s'est déroulé le recrutement à La Réunion. Quels soldats ont été recrutés? Est-ce que la loi militaire de 1913 a vraiment été appliquée? Comment les Réunionnais se sont ralliés à la mère patrie en danger? Et puis on verra ensuite dans quel régiment ils ont été affectés, quelle a été leur utilité sur la guerre, et on fera un petit bilan rapide de la participation réunionnaise. Alors, tout d'abord, il faut bien garder en mémoire que, comme à Mayotte, La Réunion fait partie de ces terres françaises assez lointaines. Les Réunionnais, pour qu'ils puissent arriver sur Marseille, où est regroupée la plupart des bataillons coloniaux, eh bien, ces Réunionnais vont devoir passer par un circuit qui est le suivant. Ils vont quitter La Réunion, arriver sur Madagascar, où ils vont rester à peu près un mois pour pouvoir être formés, ou en tout cas peaufiner leur formation militaire. Et ensuite, ils rejoindront Marseille via le canal de Suez, en passant par la mer Rouge. Alors, tout le long, c'est ce que nous disait précédemment Isabelle sur Mayotte. Vous aviez les corsaires allemands qui étaient assez dangereux. Donc, le circuit des Réunionnais, il va se ponctuer de ces risques de retrouver des corsaires allemands. Alors, ce qui rythme aussi La Réunion, c'est cette distance qui va avoir une sorte d'incidence finalement, puisqu'on va apprendre à chaque fois les nouvelles avec une journée de décalage, le temps que la nouvelle arrive via le cablogramme. Donc, exemple, on apprend la mobilisation le 3 août, alors que la France rentre en guerre le 3 août, sachant que la France mobilise le 1er août. Donc, il faut aussi se rendre compte que, contrairement à nos homologues métropolitains, lorsque le Réunionnais veut pouvoir partir en permission, ça devient très compliqué, puisqu'il doit mettre un mois entre le moment où il part de La Réunion vers Marseille. Le retour, c'est à peu près la même chose. Donc, les permissions, elles sont assez sporadiques. En tout cas, vers l'île, on va en retrouver qu'à partir de 1917, pas avant. Et puis, ils pourront, bien entendu, en avoir quelques-unes, mais ça leur permettra, du coup, de visiter la France. Alors, ça, c'était pour vous montrer un petit peu la distance qu'il pouvait y avoir avec la France métropolitaine et la première difficulté, justement, de ce recrutement. Ensuite, je vais vous parler maintenant de cette application de la loi militaire de 1913. Qui va être recruté? Finalement, cette loi militaire, étant donné qu'on est des citoyens français, elle est appliquée à l'ensemble des hommes en âge de pouvoir rejoindre les rangs de l'armée. On va voir que dans les recrues réunionnaises, on est sur une population qui est plutôt rurale. Donc on va avoir beaucoup de cultivateurs, par exemple, des employés qui vont travailler dans les champs. Donc c'est la majorité finalement des Réunionnais qui vont être recrutés. Comme en France métropolitaine, je pense qu'il y a des conseils de révision qui se mettent en place dans les grandes villes, où il va y avoir un médecin qui va vérifier l'état de santé de chaque soldat. Ensuite, une fois que cet état de santé est validé et que tout va bien, ils vont avoir un ordre de route vers la caserne Lambert, où là, ils auront un ordre de mission. À partir de ce moment-là, ils vont rejoindre le port pour pouvoir aller sur Madagascar. Alors, ce recrutement, on l'a bien entendu, on l'a bien compris, il est obligatoire. C'est une conscription obligatoire pour tout citoyen français. Maintenant, comment est-ce que les Réunionnais conçoivent cette conscription et comment est-ce qu'ils la perçoivent? On a deux cas de figure. On va voir en fait, dans un premier temps, ce qu'on appelle le devoir du citoyen français. Donc, la loi de la République permet de montrer que La Réunion est bien intégrée à la République française. On a par exemple l'Action de 1913, c'est un journal qui précise bien que, française depuis 300 ans, les Réunionnais jouissent tous des droits du citoyen français depuis près d'un siècle. La conscription est le drapeau le plus visible de la République et de la France. Donc, cette conscription va permettre effectivement, dans un premier temps, de bien préciser et réclamer que La Réunion est française, c'est un devoir. Et ça va même des fois plus loin, puisque le journal affirme que les Réunionnais considèrent que le service militaire comme un droit, alors que les compatriotes de l'Hexagone le voient plutôt comme un devoir.
On a aussi, dès l'annonce de la mobilisation, toujours dans les journaux et aussi dans le journal de Charles Fouque, il est décrit une liesse totale de personnes qui se ruent vers les bureaux de recrutement avec pléthore de volontaires qui voudraient anticiper leur appel, etc., etc. Et finalement, quand on regarde vraiment les volontariats, en tout cas moi j'ai retrouvé dans les archives, à force de chercher, entre 1915 et 1917, j'ai dénombré 397 engagements volontaires, ce qui est quand même pas mal, au rapport vu le nombre de soldats qui a été engagé, dont 94 en 1914. Ce qui n'est pas non plus la vague, la déferlante de volontaires qui seraient sur le bureau de recrutement. Alors pourquoi un engagement volontaire ? Il y a plusieurs hypothèses à cela. Bien entendu, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est s'inscrire dans l'idée du patriotisme et de venir en aide à la patrie en danger. Et puis, il y en a d'autres aussi. Par exemple, la volonté de quitter l'île et vivre autre chose, de nouvelles aventures. Vous avez bien compris que pour se rendre en France métropolitaine, c'est assez compliqué. Il faut quand même avoir de l'argent. Et le fait de partir, ça peut éventuellement les sortir un petit peu de l'île. C'est aussi, et c'est ce que je vous développerai juste un peu plus tard, la garantie pour les conscrits de manger à leur faim, 3 repas par jour, et d'assurer à la famille un revenu quotidien. Donc le fait d'être engagé dans l'armée, ça permet d'avoir une rente et d'avoir un petit pécule qui pourrait être distribué aussi à leur famille. C'est aussi la possibilité, et pourquoi pas, après la guerre, d'avoir un travail réservé dans l'administration. Donc ça peut être aussi une cause de passer du côté des volontaires. Alors, autre cas de volontariat on n'y pense pas toujours, mais ce sont les prisonniers. Donc on a pas mal de lettres de prisonniers à La Réunion qui demandent au gouverneur de les gracier et donc de les intégrer plus rapidement dans l'armée. Petit exemple d'un courrier justement adressé au gouverneur. Donc monsieur le gouverneur, en prenant la respectueuse liberté de vous adresser cette humble missive, je crois accomplir un pieux devoir envers la patrie. Je viens vous demander ma grâce conditionnelle pour avoir l'insigne honneur de servir la France. Je désire me réhabiliter sur la ligne de feu, là où tombent actuellement les vaillants soldats de la Troisième République. J'ai été condamné pour la première fois de ma vie à 5 années de prison pour vol. Dans quelques jours, j'aurai accompli la moitié de ma peine. J'ose espérer, etc., etc. Donc, on a aussi pas mal de lettres de ces prisonniers qui voient là l'occasion éventuellement de sortir de prison. Quand je dis pas mal, ça ne veut pas dire non plus que c'est les 14 000 et quelques Réunionnais. C'est juste que ça fait partie des cas qu'on peut retrouver dans les volontaires. Alors, pour montrer aussi que finalement le rattachement à la France, j'ai oublié de vous montrer aussi par classe d'âge. Donc on voit que les plus représentatifs finalement, c'est ceux qui sont entre 30 et 40 ans. C'est là où on va voir le plus de soldats qui va être recruté. Si vous voyez aussi que entre 15 et 20 ans, on a aussi un recrutement. A priori, j'ai trouvé un soldat qui avait 17 ans. Donc il a menti sur son âge et il a pu être recruté. Voilà, un seul. Donc c'est pas très représentatif non plus. Alors justement sur cet attachement à la mère patrie, on voit aussi qu'il y a énormément de bons absents. Les bons absents, ce sont des soldats qui ne se présentent pas à l'appel, tout simplement. 1915, lorsque je mets 1915, ça va regrouper toutes les classes d'avant 1915 à fin du 19e siècle. Et là, on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal. On a presque 30% de bons absents. Alors, pourquoi ces bons absents ? On pourrait le comprendre parce que la loi militaire de 1905 avait été appliquée à La Réunion. En 1907, finalement, elle est abandonnée. C'est-à-dire que la conscription n'est plus obligatoire. On y va si on a envie. Et donc, il n'y a pas vraiment ce passé de conscription à La Réunion. Donc, quelque part, il y a peut-être l'idée que c'est peut-être pas moi, c'est peut-être les autres. Et puis, on m'appelle, mais j'en suis pas si sûre. Alors, l'idée est confirmée dans les rapports de gendarmerie que j'ai pu consulter, où effectivement, lorsque les gendarmes vont chercher les personnes, ils leur expliquent mais qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent être mobilisés. De toute façon, grosso modo, ils ne savent pas lire. Il faut savoir qu'on est à 80% d'illettrisme à La Réunion à l'époque.
Et puis aussi, toujours dans cette idée de rattachement, eh bien, on se rend compte que les Réunionnais ont aussi peut-être d'autres choses à penser que d'aller aider la mère patrie. Alors, on voit là le pourcentage par rapport à ce que j'ai pu trouver sur le nombre, sur les demandes de sursis. On a quand même pas mal de demandes de sursis qui sont faites entre 1914 et 1916 combinées, avec une explosion en 1917. Ce qui se justifie par le fait que c'est à ce moment-là qu'on a des soldats qui arrivent en permission à La Réunion, et ce sont souvent eux qui vont demander des sursis. Donc on pourrait expliquer ce chiffre de cette façon-là. Alors, il faut voir aussi que du coup, ça nous permet de revenir un peu sur ce qu'on a vu ce matin, sur est-ce qu'ils sont contraints, est-ce qu'ils vont volontairement, est-ce qu'on a cette culture de guerre qui leur donne envie d'y aller. On est un peu effectivement entre les deux. On va avoir peut-être une classe sociale un peu plus élevée qui va être dans cette idée de patriotisme absolu, puis d'autres qui sont confrontés à cette obligation de conscription. Et on a des exemples, cette fois non pas de sous-officiers, mais de soldats de seconde classe, de deuxième classe, qui précisent « J'étais de la classe 1916 », donc ça c'était un témoignage qui avait été recueilli à l'époque par Daniel Vaxeller lorsqu'on a eu la chance d'avoir encore des soldats vivants, que je n'ai pas connu. Et donc j'étais de la classe 1916, on n'avait pas demandé à partir, on m'a dit qu'il fallait partir, on nous a embarqués sur le Crimée. Donc là, on est plutôt sur la version, moi j'avais pas envie d'y aller. Voilà. Ou encore un soldat qui revient en permission et qui écrit les choses suivantes: bande de vaches, vous, autant que vous êtes de gradés à bord, vous osez enfermer en prison un soldat qui a fait son devoir, vous n'avez pas honte, les Français, de venir chercher les hommes chez nous pour défendre votre pays. Alors là, on va encore plus loin, c'est-à-dire que ce Réunionnais se positionne, moi je suis Réunionnais, je ne suis pas Français, donc ça ne me regarde pas, je ne vois pas ce que je viens faire là, grosso modo. Et puis on va se confronter aussi à un autre gros problème à La Réunion, c'est les inaptes. Alors les inaptes, il faut savoir que sur la classe 1913, ils sont presque 81% de soldats, d'hommes qui se présentent, qui sont inaptes au service. Et puis ce chiffre ne baisse pas finalement, puisque 82,5% d'inaptes sur la classe 1914. Du coup, ces conseils de révision devant lesquels se présentent les hommes sont pas plus mal, parce que ça permet de faire un état de la population lors de la conscription en 1913 et puis pour la suite. Et là, on se rend compte que c'est un bilan assez apocalyptique. Un exemple, le 2 juin 1915 sur Saint-Denis, dans les exemptions qui ont été faites, on a parlé de 5 exemptions pour faiblesse de constitution, 6 parce qu'ils sont infirmes, 4 parce qu'ils ont des hydrocèles, une dermatose, une hernie, 2 glandes de fatigue, des réformés, enfin bref, on en a quand même pas mal. Alors, comment s'expliquent ces pourcentages d'inaptes ? Eh bien, oui, alors, en comparaison de la métropole, 75% des conscrits sont aptes. Donc, on est vraiment sur des pourcentages assez importants. Comment ça s'explique ? Et il faut savoir qu'à La Réunion, on a quand même des gros soucis de paupérisme et on retrouve un petit peu ce qu'on voit à Mayotte, avec des personnes qui ne mangent pas toujours à leur faim. Le taux de mortalité infantile, il est de 3 pour 10 qui atteignent l'âge adulte, donc 7 pour 10 qui meurent. Selon Raoul Lucas, donc une espérance de vie très courte, des déséquilibres alimentaires importants, un contexte économique effrayant, et on a des politiques qui s'en occupent pas forcément énormément. Alors, en 1913, lorsque la conscription est mise en place et qu'on se rend compte de ce qui se passe, le gouverneur va mettre en place quelques éléments pour pouvoir pallier cela. Par exemple, la création de cantines scolaires, l'apprentissage de l'hygiène, de la gymnastique pour les enfants, etc., dans les écoles. Et puis, il y a aussi autre chose qui peut expliquer ce taux d'inapte, c'est l'indice Pigné et de Roselli. Donc, l'indice Pigné et de Roselli, c'est en gros, on regarde la taille de votre cage thoracique, donc le périmètre, votre taille, votre poids, ça vous donne un indice. Et ça vous permet de dire si vous êtes ou pas déjà apte à y aller. Or, les Réunionnais ne répondent pas du tout aux critères de l'époque.
Et d'ailleurs, il y a un médecin-major qui précise dans un rapport qui est applicable à La Réunion, les règles habituelles se vérifient sans doute aussi à La Réunion par l'élimination rapide des malingres et des incapables, mais dans quelques cas, elles sont manifestement inexactes, et en particulier lorsqu'il s'agit de métis de race colorée qui ont une ossature et une musculature différentes de celles de la race blanche. Parmi les métis d'Indiens, de Cafres et de Malgaches, on trouve des jeunes gens qui paraissent résistants, bien qu'ils ne répondent pas aux règles de Pigné et Roselli. Leur nombre est toutefois assez restreint. Voilà. Donc ça montre que finalement l'indice corporel qui est pris pour les Européens ne correspond pas forcément au métissage de La Réunion. Alors devant ce taux d'inaptes record, eh bien, il va y avoir des grincements de dents et les politiques vont crier à la créolophobie. C'est un affront pour La Réunion qu'on n'arrive pas à recruter plus de Réunionnais que ça. Donc, pour essayer de montrer que La Réunion, quand même, est derrière la France métropolitaine, on va avoir des journaux qui vont mettre en valeur les Réunionnais et leurs capacités. On va avoir des rhétoriques enflammées avec « ils brûlent de désir d'égaler, c'est devancer dans l'accomplissement d'un devoir national ». Enfin bref. Les journaux sont pour le recrutement réunionnais. Et ils sont même prêts à dire qu'ils ne veulent pas être les laissés pour compte. Et surtout, il faut aussi se rappeler, ça fait partie aussi de cette histoire réunionnaise, c'est qu'avec la conquête de Madagascar, finalement, La Réunion a failli se retrouver aussi rattachée à Madagascar et être une subalterne de La Réunion. Donc tout ça, dans la tête des Réunionnais, ne se passe pas forcément très bien, d'où l'intérêt du recrutement. Donc tout homme reconnu apte, je vous l'ai dit, est à ce moment-là recruté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces Réunionnais? Où est-ce qu'on les retrouve? Donc, les Réunionnais, il y en a... Alors, les chiffres disent 14 000 et quelques Réunionnais. J'avoue que durant la thèse, je n'ai pas réussi à vérifier ce chiffre. Voilà. J'ai retrouvé pour ma part un peu plus de 7 000 Réunionnais à force de chercher, gratter aux archives, un petit peu partout en France et à La Réunion. Mais un précédent historien, donc l'archiviste de La Réunion, avait avancé ce chiffre. A priori, une partie de ces Réunionnais donc, vont être utilisés sur les fronts européens et une autre partie vont rester sur Madagascar. Alors c'est ce qu'on voyait déjà ce matin. Madagascar a été conquise il y a très peu de temps, donc fin du 19e siècle. Elle n'est absolument pas pacifiée. Elle a des groupes qui revendiquent ça y est, j'ai perdu mes mots, qui revendiquent la liberté de Madagascar, on va dire ça comme ça. Et du coup, la décolonisation, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, lorsque les soldats français sont rappelés vers les fronts, donc les Européens sont rappelés vers les fronts, Madagascar risquait de se retrouver toute seule, livrée à elle-même, avec du coup ses revendications fortes et des soulèvements. Il est donc décidé que les Réunionnais, les créoles, a priori 4261 créoles, seraient stationnés sur Madagascar pour remplacer justement les Français qui sont partis vers les fronts. Madagascar est un point stratégique de l'océan Indien, donc effectivement, on ne peut pas la laisser toute seule. Alors la répartition des Réunionnais est faite de la façon suivante. Il y aurait 56% à peu près de ceux qui sont partis qui auraient rejoint les fronts. La plupart sont utilisés dans l'infanterie. Ensuite, on voit dans les détails dans l'artillerie, et puis d'autres, on va les retrouver beaucoup aussi, enfin d'autres vont être dans les services auxiliaires. D'ailleurs, il y en a pas mal dans les services auxiliaires, tout ce qui va être ambulance, génie civil, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on va les mettre plutôt de ce côté-là? C'est parce qu'ils ne sont pas considérés comme une troupe d'élite du tout. Dans la classification militaire des races guerrières, la Réunion et les Réunionnais sont très loin. Donc, ils ne vont pas être utilisés dans les troupes, en tout cas dans les troupes de force, contrairement aux Sénégalais et aux Spahis. Alors, ils vont être très mélangés. On va les retrouver dans un grand nombre de régiments différents. Les raisons sont très simples. Ils arrivent en mars 1915 sur les fronts. Il y a eu des grandes saignées déjà dans les régiments. Il faut compléter le manque d'hommes, donc il faut pouvoir avoir des nouveaux soldats. Donc on va les dispatcher un petit peu partout. On les retrouve aussi bien dans les régiments d'infanterie métropolitains, européens, que dans les régiments d'infanterie coloniaux, etc., etc.
Où est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien, un peu sur tous les fronts, finalement, puisque certains Réunionnais sont déjà en France métropolitaine lorsque la mobilisation est faite, pour des études ou autres. Donc, on va les retrouver un petit peu partout, à partir de 1915 pour la grande majorité, sur les grandes batailles. Et ils vont être aussi très utilisés sur le front d'Orient. Alors, le front d'Orient, la raison elle est très simple, c'est lorsque l'expédition des Dardanelles a été décidée, eh bien, il manquait des hommes, donc on va mobiliser sur tous les coloniaux. J'ai retrouvé aussi, par contre, dans les archives, une autre raison pour laquelle ils les utilisent sur le front d'Orient, c'est que comme il y a beaucoup de paludisme à La Réunion et dans les colonies, l'armée pense qu'il devrait résister du coup au paludisme qui existe sur le front d'Orient, sauf que c'est pas le même, donc du coup, ça marche pas. J'essaye de synthétiser un peu plus. Alors, on va les retrouver aussi en Algérie. Et en Algérie, en fait, ils y seront quand on les enverra dans les camps d'hivernage. Donc, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais en gros, comme il fait trop froid, on va retirer les troupes coloniales, on les envoie dans des camps d'hivernage, et les Réunionnais, on les enverra notamment en Algérie. Et on va les utiliser pour réprimer les révoltes algériennes. Voilà. Pour faire un bilan rapide de cette guerre sur la participation réunionnaise, donc 14 355 personnes mobilisées sur une population de 172 000 habitants, un peu plus de 10 000 qui auraient participé au théâtre d'opération. J'en ai retrouvé 1698 qui ne seraient pas revenus, donc soit morts au champ d'honneur, de maladie ou disparus. Je me suis permise de mettre aussi les décès suite à la grippe espagnole, qui sont beaucoup plus élevés que les morts sur les fronts de maladie, en tout cas vers les terrains européens, puisque c'est une conséquence directe de la guerre. Quelques décorations, comme on peut le voir, notamment pas mal de croix de guerre et de médailles militaires. Après, les autres médailles, ça va être des médailles comme quoi ils ont bien participé à la guerre. Et sur ce qui va être aussi du bilan, on constate que il y a quelques demandes faites pour la Légion d'honneur. Celles-ci sont faites par le gouverneur et attribuées en général aux gens influents de l'île qui n'ont pas forcément fait la guerre, mais qui étaient là pour soutenir l'effort de guerre à l'arrière. Les Réunionnais vont mettre du temps à revenir, hein, comme pas mal d'autres. Plusieurs raisons à cela. D'abord, une logistique lourde. On va attendre que les bateaux soient prêts avec des marchandises et ils vont entrer au compte-gouttes. D'autre part, eh bien, ils sont mobilisés pour 3 ans. Ils ont la conscription de 3 ans. Donc, s'ils sont engagés en 1918, ils reviennent qu'en 1922. 21, pardon, pour le coup. Ils vont servir aussi au maintien de l'ordre dans la Roure. Et puis voilà. Donc, j'avais parlé rapidement de la guerre espagnole. Il y a des emplois réservés pour ceux qui rentrent, pas pour tous, puisqu'ils sont quand même assez nombreux. Ils vont cultiver encore plus ce lien de sang avec la métropole. Alors, pour ceux qui rentrent, l'attachement à la métropole est encore plus vivace, puisque cette fois, ils l'ont vue, ils y sont allés, ils ne la connaissaient pas, ils ont payé de leur sang. Et il va y avoir un profond attachement à la métropole, jusqu'à même demander, dès la sortie de guerre, l'éditorial du Peuple demande même déjà la départementalisation de la Réunion. Voilà. Donc, pour terminer, pour conclure, je pense que, on l'a bien vu, hein, la Réunion, l'histoire de la Réunion dans la Grande Guerre s'inscrit dans cette grande histoire globale où on va retrouver des traits communs aussi bien au niveau de Mayotte, où on va retrouver aussi des traits communs avec la Martinique ou la Guadeloupe. J'avais l'occasion justement de participer à un colloque avec eux, tout en ayant quelques spécificités qui sont propres à la Réunion ou pas, ou propres aux coloniaux, tout simplement. Je vous remercie de votre attention.